Au pavillon des fleurs, la matinée s'ouvre sur une atmosphère presque paisible. Joël, encore marquée par l'épreuve qu'elle vient de traverser, peut enfin respirer sans cette peur sourde qui l'accompagnait avant son opération. Le pacemaker a été posé, l'intervention s'est bien déroulée, et son visage laisse apparaître un soulagement profond, mêlé à une impatience qu'elle ne cherche même plus à dissimuler. Face à Blanche, Joël parle immédiatement de Nelson, son fils, comme si son nom suffisait à ramener son esprit loin de Marseille. Elle a hâte de le retrouver, de reprendre une vie plus simple, de refermer cette parenthèse médicale qui l'a conduite dans une ville étrangère. Blanche l'écoute avec une tendresse sincère, impressionnée par le courage qu'il a fallu pour partir seule affronter une opération aussi lourde. Pour prolonger ce moment, Blanche lui propose de déjeuner au Mistral. Joël accepte volontiers, heureuse de profiter encore un peu de cette ville qui aura été, malgré l'angoisse, le décor de son retour à la vie. À la terrasse, le soleil et le mouvement familier du quartier contrastent avec les souvenirs plus sombres de l'hôpital. Pour quelques instants, elle peut simplement savourer le présent. Au cours du repas, Joël reçoit un message de ses élèves. Il lui souhaite un bon rétablissement, et cette attention la bouleverse davantage qu'elle ne l'aurait imaginé. À travers quelques mots venus de loin, elle retrouve son quotidien, ses repères, tout ce qui l'attend lorsqu'elle rentrera. Son émotion rappelle combien cette opération n'était pas seulement un acte médical, mais une bataille pour retrouver pleinement sa vie. Jennifer les rejoint ensuite et comprend immédiatement que cette journée mérite d'être rendue un peu plus lumineuse. Elle offre à Joël une petite tour Eiffel, tandis que Blanche lui remet une boule à neige représentant la bonne mère de Marseille. Les cadeaux sont modestes, presque enfantins, mais leur valeur réside ailleurs. Ils condensent la chaleur d'une ville et l'affection de celles qui l'ont accompagnée pendant cette période fragile. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, Ariane retrouve peu à peu un équilibre auprès de Harry. Le lien qu'elle peinait à ressentir avec son bébé commence enfin à prendre forme. Elle semble plus apaisée, plus disponible, comme si quelque chose s'était débloqué en elle. Cette évolution reste fragile, mais elle lui permet de regarder son fils autrement, avec moins d'appréhension et davantage de tendresse. Pour tenir au quotidien, Ariane peut compter sur Zoé. La jeune fille garde Harry et assume une part importante de cette nouvelle organisation familiale. Pourtant, derrière son aide, une lassitude commence à apparaître. Zoé donne le sentiment d'étouffer dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. S'occuper constamment de son petit frère finit par peser sur elle, surtout alors qu'elle veut décider elle-même de la direction que prendra sa vie. Avant de partir travailler, Ariane revient sur un sujet qui les oppose déjà, les études. Elle refuse de voir Zoé abandonner sa scolarité et tente encore de la convaincre de changer d'avis. Mais sa fille reste ferme. Elle a pris sa décision et n'entend pas se laisser ramener vers un chemin qu'elle ne veut plus suivre. Entre elles, l'inquiétude maternelle se heurte frontalement au besoin d'indépendance. Ariane part finalement travailler sans avoir obtenu la moindre concession. Pour elle, cette obstination est inquiétante, presque incompréhensible. Pour Zoé, au contraire, les insistances de sa mère ressemblent à une nouvelle tentative de décider à sa place. Leur relation, déjà construite sur une histoire compliquée, révèle une fois de plus combien l'amour ne suffit pas toujours à éviter les affrontements lorsque chacune veut protéger sa propre vision de l'avenir. Lorsqu'Ariane rentre après sa journée, elle remercie pourtant Zoé d'avoir pris soin de Harry. Le geste semble annoncer un moment d'accalmie, mais il ne dure que quelques secondes. Son regard est soudain attiré par un scooter mal garé. Elle comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un véhicule quelconque. Zoé lui annonce, sans détour, que ce scooter lui appartient. La révélation fait immédiatement monter la colère d'Ariane. Plus que l'achat lui-même, c'est le secret qui la blesse. Sa fille possède un 2 roues et ne lui en a jamais parlé. Ariane réalise qu'une partie de la vie de Zoé lui échappe encore complètement. Elle tente de reprendre le contrôle par l'autorité, prévenant sèchement la jeune fille que les conséquences seront sérieuses si elle démarre ce scooter. Mais Zoé refuse de céder. Elle n'écoute pas l'avertissement et s'en va, laissant Ariane face à sa colère et à un sentiment plus difficile à reconnaître, la peur. Derrière son ton autoritaire se cache l'angoisse d'une mère qui découvre qu'elle ne peut ni surveiller ni retenir une fille déterminée à vivre selon ses propres règles. Une nouvelle fracture vient de s'ouvrir entre elles. Le soir, la confrontation reprend. Zoé finit par reconnaître qu'elle a volontairement caché l'achat du scooter parce qu'elle savait qu'Ariane n'accepterait jamais. Cet aveu confirme exactement ce qui inquiétait sa mère. Leur relation manque encore suffisamment de confiance pour que Zoé préfère dissimuler ses choix plutôt que les partager. Ariane y voit une provocation, Zoé y voit simplement une manière de préserver sa liberté. Ariane pose alors un ultimatum. Si Zoé refuse de reprendre ses études, elle lui confisquera le scooter. La discussion bascule immédiatement dans le conflit.
Pour Zoé, le véhicule devient presque le symbole de son autonomie, tandis qu'Ariane l'utilise comme le dernier levier dont elle dispose pour influencer sa fille. Furieuse, Zoé quitte l'appartement, laissant derrière elle une mère incapable de savoir jusqu'où cette rébellion pourra les éloigner. Pendant que la tension s'installe chez Ariane, Patrick affronte de son côté une situation autrement plus dangereuse. Face à Sonia, il ne cherche plus à dissimuler son agacement. Il lui reproche de s'être introduite dans sa vie privée, d'avoir créé une proximité ambiguë susceptible de fragiliser son couple et, surtout, de lui imposer une réalité qu'il n'a jamais demandé à connaître. Patrick rappelle qu'il n'a aucune intention de rejoindre la DGSE. Pour lui, cette proposition dépasse largement le cadre d'une simple mission. Elle représente une frontière qu'il n'a jamais envisagé de franchir. Il connaît les risques du métier de policier, mais l'univers que Sonia lui décrit appartient à une autre logique, faite de faux-semblants, d'identités empruntées et de menaces impossibles à mesurer. Sonia comprend qu'elle ne le convaincra pas avec des formules vagues. Elle choisit donc de lui révéler la gravité de la situation. Sam Ferry, l'homme dont Patrick est le sosie presque parfait, a compromis l'identité de plusieurs agents. 2 d'entre eux ont déjà perdu la vie, et d'autres pourraient être directement menacés si une liste confidentielle venait à tomber entre de mauvaises mains. Ces informations changent immédiatement la portée de la discussion. Patrick ne voit plus seulement une organisation secrète essayer de le recruter, mais des vies concrètes suspendues à une décision qu'il aurait préféré ne jamais avoir à prendre. Il reste pourtant méfiant. Ce qui le retient n'est pas la peur pour lui-même, mais la possibilité que Babette et sa famille deviennent, même indirectement, les victimes de cette mission. Finalement, Patrick accepte. Il pose toutefois une condition claire, rien de ce qu'il fera ne devra avoir de conséquences pour ses proches. Cette exigence révèle tout le paradoxe de son choix. Il consent à entrer dans un monde fondé sur le secret tout en voulant préserver coûte que coûte ceux qu'il aime. Mais il ignore encore que, dès cet instant, le mensonge commence déjà à transformer son quotidien. Au même moment, Babette est très loin d'imaginer la vérité. Elle parle à Luna de l'inscription soudaine de Patrick au yoga et, surtout, de Sonia. Plus elle réfléchit à cette femme, moins elle croit à la version qu'on lui présente. À ses yeux, cette coach arrivée de nulle part semble prendre une place beaucoup trop importante dans la vie de son mari. L'inquiétude de Babette ne tarde pas à se transformer en jalousie. Elle confie à Luna qu'elle ne compte certainement pas regarder une autre femme lui prendre Patrick sans réagir. Sa certitude repose sur une erreur complète, mais elle n'a aucun moyen de le savoir. Chaque comportement étrange de Patrick vient désormais renforcer une hypothèse qui lui paraît de plus en plus évidente. Cette méprise donne à la situation une dimension particulièrement douloureuse. Patrick cache la vérité pour protéger Babette, mais son silence produit exactement l'effet inverse. Plus il tente de maintenir sa femme à distance du danger, plus il nourrit ses soupçons. Babette ne voit pas un homme engagé dans une opération secrète. Elle voit un mari qui change ses habitudes et fréquente une femme qu'il refuse d'expliquer. Au cabinet médical, Babette refuse de rester passive. Profitant d'un moment de pause, elle commence à chercher un autre coach sportif pour Patrick. Gabriel se joint à elle et l'aide à examiner le profil de Sonia sur une application recensant les professionnels de santé. Leur enquête improvisée pourrait presque prêter à sourire si l'inquiétude de Babette n'était pas aussi réelle. Il trouve rapidement la page de Sonia. Son parcours est impressionnant, ses diplômes nombreux, son profil irréprochable. Pourtant, loin de rassurer Babette, ces informations augmentent son malaise. Plus Sonia semble parfaite, plus elle lui paraît difficile à cerner. La jalousie donne un sens suspect à chaque détail, et Babette commence à voir dans cette femme une rivale d'autant plus inquiétante qu'elle semble n'avoir aucun défaut visible. Pendant ce temps, chez Patrick, la prétendue séance de yoga n'a évidemment rien d'un cours ordinaire. Sonia profite de cette couverture pour commencer le véritable travail de préparation. Le salon se transforme discrètement en espace de briefing. Patrick doit apprendre à contrôler ses réactions, à intégrer des informations sans éveiller les soupçons et, surtout, à accepter qu'il ne pourra bientôt plus se comporter comme lui-même. Sonia lui explique qu'il devra se glisser dans la peau d'un collectionneur d'art. Le jour, cette identité devra paraître crédible aux yeux de tous. La nuit, Patrick deviendra un agent infiltré. Cette double vie suppose bien plus qu'un changement de vêtements ou de vocabulaire. Il devra penser, observer et réagir comme un homme qu'il ne connaît pas encore, tout en faisant oublier celui qu'il est réellement. Pour Patrick, cette préparation ne ressemble à rien de ce qu'il a connu auparavant. Dans son métier, il a déjà menti, infiltré, manipulé des suspects ou joué un rôle pour avancer dans une enquête. Mais cette fois, l'enjeu est différent. Il ne s'agit plus d'une opération policière locale. Derrière chaque détail se cache une menace internationale dont il ne mesure pas encore l'ampleur.
La séance se poursuit sous cette apparence presque absurde d'exercice sportif, alors que Sonia façonne méthodiquement la nouvelle identité de Patrick. Celui-ci écoute, mémorise et tente de rester concentré. Pourtant, derrière les consignes, une question revient sans cesse. Combien de temps pourra-t-il cacher tout cela à Babette sans que leur relation ne commence réellement à se fissurer? Sonia, elle, se concentre uniquement sur la mission. Elle sait que Patrick possède l'apparence dont la DGSE a besoin, mais elle doit encore vérifier s'il a la capacité de supporter la pression. Elle semble convaincue qu'il peut réussir. Patrick, de son côté, avance avec beaucoup moins de certitude. Il a accepté par devoir, non par fascination pour l'espionnage, et cette différence pourrait bientôt devenir essentielle. À cet instant, personne autour d'eux ne mesure encore combien la situation vient de changer. Pour Babette, Sonia représente une menace sentimentale. Pour Patrick, elle est la porte d'entrée vers une mission qu'il n'aurait jamais imaginé accepter. Et entre ces deux perceptions opposées, le secret continue de grandir, prêt à transformer le moindre geste banal en indice, en mensonge ou en danger. À l'heure du dîner, le fossé entre Patrick et Babette devient encore plus étrange parce qu'il se dissimule derrière une scène parfaitement ordinaire. Patrick écoute un podcast consacré à un collectionneur d'art espion, un choix qui pourrait sembler anodin à n'importe qui d'autre. Mais dans son cas, chaque mot entendu sert à nourrir l'identité qu'il devra bientôt incarner sans jamais laisser apparaître le véritable objectif. Babette le surprend en pleine écoute et s'interroge naturellement sur cet intérêt soudain. Patrick garde son calme et lui fait entendre l'épisode, comme s'il ne s'agissait que d'une curiosité passagère. Le geste paraît simple, presque complice, mais il repose en réalité sur une mise en scène. Pour continuer à protéger sa mission, Patrick doit désormais transformer chaque moment du quotidien en couverture crédible. Ce qu'il ignore moins, en revanche, c'est que leur conversation n'appartient déjà plus tout à fait à leur intimité. Les agents de la DGSE écoutent l'échange à distance. Les paroles de Babette, les réponses de Patrick, jusqu'à cette banalité domestique autour d'un podcast deviennent des éléments observés et analysés. La maison familiale, sans que Babette en ait conscience, s'est transformée en prolongement silencieux d'une opération secrète. Patrick mesure alors à quel point sa condition posée à Sonia paraît difficile à tenir. Il voulait que sa famille reste totalement en dehors de cette affaire, mais Babette est déjà impliquée malgré elle, simplement parce qu'elle partage sa vie. Elle ne connaît aucun nom, aucun enjeu, aucun danger réel, pourtant ses gestes et ses questions sont désormais entendus par des inconnus chargés de surveiller Patrick. Pendant quelques instants, tout semble fonctionner. Babette écoute le podcast et Patrick conserve son apparence habituelle. Rien dans son attitude ne doit trahir la tension qui l'habite. Il sait cependant qu'un détail mal maîtrisé pourrait suffire à réveiller davantage les soupçons de sa femme. Chaque hésitation risque d'être interprétée comme la preuve d'une infidélité alors qu'il tente, en réalité, d'empêcher une menace beaucoup plus grave d'atteindre leur foyer. Du côté de la DGSE, la situation change brutalement avec l'arrivée du supérieur de Sonia. Sa visite ne ressemble pas à un simple contrôle de routine. Il apporte une information qui bouleverse entièrement la mission. L'opération est annulée. Sam Ferry, que l'on croyait disparu dans des circonstances moins inquiétantes, n'est pas mort naturellement. Les éléments recueillis révèlent qu'il a été empoisonné. Cette découverte modifie tout. Jusqu'ici, Patrick devait surtout remplacer un homme compromis dont les actes avaient mis plusieurs agents en péril. Désormais, il devient évident que quelqu'un a voulu faire taire Sam Ferry. Son décès n'est donc plus seulement le point de départ administratif d'un remplacement. Il devient la preuve qu'un adversaire déterminé agit déjà et qu'il est prêt à tuer pour protéger ses intérêts. Pour le supérieur de Sonia, poursuivre dans ces conditions serait irresponsable. Envoyer Patrick sous l'apparence de Sam ou dans son environnement signifie peut-être le placer directement face aux personnes qui ont organisé cet empoisonnement. Le risque n'est plus théorique. Un homme est déjà mort. Rien ne permet de garantir que Patrick ne connaîtra pas exactement le même sort si son identité ou son rôle venait à être découvert. Sonia refuse pourtant de considérer cette annonce comme la fin de l'opération. Elle défend Patrick avec une conviction qui surprend presque son supérieur. Elle croit en ses capacités, en sa maîtrise, mais surtout dans l'avantage que représente sa ressemblance avec Sam Ferry. À ses yeux, renoncer maintenant reviendrait peut-être à perdre une occasion de comprendre qui cherche à faire disparaître les agents concernés par cette affaire. Patrick, de son côté, se retrouve face à la conséquence la plus concrète de sa décision. Lorsqu'il avait accepté la mission, il savait qu'elle était dangereuse. Mais le mot danger conservait encore quelque chose d'abstrait. L'annonce de l'empoisonnement donne soudain un visage précis à cette menace. Celui qu'il doit remplacer n'a pas simplement échoué, quelqu'un a pris la décision de le tuer. Il pourrait reculer.
Sonia elle-même ne peut plus lui cacher l'ampleur réelle du risque. Pourtant Patrick ne se dérobe pas. Sa décision s'inscrit désormais dans une logique difficile à abandonner. 2 agents ont déjà perdu la vie, d'autres restent menacés et une liste pourrait encore fuiter. Refuser de continuer ne supprimerait pas ce danger. Cela signifierait seulement qu'il resterait sans réponse. Le supérieur de Sonia ne partage pas cet optimisme. Il accepte finalement que l'idée soit défendue, mais son avertissement est sans ambiguïté. Si Nebou ne survit pas à cette mission, Sonia en portera la responsabilité. Cette phrase rompt définitivement avec le ton presque technique des briefings précédents. Elle rappelle que derrière les identités fabriquées et les scénarios d'infiltration se trouve désormais la possibilité très réelle de la mort. Sonia encaisse l'avertissement sans abandonner sa position. Elle continue de croire que Patrick est l'homme qu'il leur faut. Mais cette confiance devient aussi un poids. Jusqu'à présent, elle poussait un policier expérimenté vers une mission exceptionnelle. Désormais, elle sait qu'elle pourrait envoyer un père de famille et un mari sur les traces exactes d'un homme assassiné pour ce qu'il savait. Pendant ce temps, Babette demeure enfermée dans une interprétation totalement différente. Pour elle, la menace porte toujours le visage de Sonia en tant que femme susceptible de séduire Patrick. Elle observe les changements de son mari, ses nouvelles habitudes et ses centres d'intérêt inhabituels sans pouvoir assembler correctement les pièces du puzzle. Son erreur paraît presque dérisoire face au danger réel, mais elle risque pourtant de provoquer des blessures profondes. Cette opposition donne à chaque scène du couple une tension supplémentaire. Patrick ment pour protéger Babette, tandis que Babette cherche la vérité parce qu'elle croit que ce mensonge détruit leur relation. Aucun des deux n'agit par indifférence. Au contraire, chacun tente à sa manière de défendre ce qu'il considère comme essentiel. Pourtant leurs efforts les entraînent progressivement dans 2 directions opposées. Patrick se retrouve donc au seuil d'une existence nouvelle. Il devra apprendre à devenir un autre homme, à maîtriser l'univers des collectionneurs d'art et à avancer dans un environnement où Sam Ferry a déjà trouvé la mort. Derrière lui, Babette commence à douter de leur couple. Devant lui, une mission dont les véritables ennemis restent inconnus. Entre les deux, il ne dispose plus que du secret pour tenir debout. Au commissariat comme à la maison, Patrick garde désormais en tête la même évidence, il ne peut plus considérer cette mission comme une simple parenthèse professionnelle. L'empoisonnement de Sam Ferry a transformé chaque consigne en avertissement. Derrière l'identité qu'il devra emprunter se cache la trajectoire d'un homme qui a déjà été éliminé, et Patrick comprend qu'en acceptant de continuer, il choisit volontairement d'avancer sur une route dont il connaît désormais l'issue possible. Cette prise de conscience ne le pousse pourtant pas à abandonner. Au contraire, elle renforce chez lui une forme de détermination presque instinctive. Patrick a exigé que sa famille reste protégée, mais il sait aussi que des agents sont encore en danger. Tant que cette liste susceptible de fuiter existe, d'autres vies peuvent basculer. Son engagement repose donc moins sur l'attrait du risque que sur ce vieux réflexe de protection qui l'a toujours guidé. Le problème est que cette volonté de protéger les autres exige désormais qu'il trompe ceux qui lui sont les plus proches. Babette continue de chercher des réponses à des comportements qu'elle ne reconnaît plus. Patrick s'intéresse soudainement au yoga, aux collectionneurs d'art, à des sujets qui n'avaient jamais occupé une telle place dans son quotidien. Pour elle, chaque nouveauté devient un indice supplémentaire, alors que pour lui, chacune représente une étape indispensable de sa préparation. Babette observe donc Patrick avec une attention nouvelle. Elle ne dispose d'aucune preuve concrète d'une infidélité, mais son malaise ne disparaît pas. Sonia reste au centre de ses soupçons, précisément parce qu'elle semble avoir surgi au moment où Patrick commence à changer. Babette ignore que cette femme n'essaie pas de séduire son mari, elle l'entraîne à survivre dans un milieu où la moindre erreur pourrait lui être fatale. Cette ironie devient plus cruelle à mesure que Patrick s'enfonce dans le mensonge. Il voudrait rassurer Babette, lui faire comprendre qu'elle n'a rien à craindre sur le plan sentimental. Pourtant, pour y parvenir, il devrait révéler une vérité qu'il n'a pas le droit de partager. Il se retrouve prisonnier d'un silence qui protège l'opération mais fragilise son couple, incapable de choisir entre transparence affective et sécurité. Dans le même temps, Sonia doit elle aussi assumer les conséquences de son choix. Son supérieur lui a clairement rappelé que la survie de Patrick dépendrait en partie de sa décision de maintenir la mission. Ce n'est plus seulement une question d'efficacité ou de stratégie. Derrière le nom Nebou, il y a une famille, une épouse, une vie déjà construite. Sonia sait qu'elle joue désormais avec quelque chose qui dépasse largement les objectifs de la DGSE. Pour autant, elle ne retire pas sa confiance. Patrick possède ce dont l'opération a besoin. Une ressemblance rare avec Sam Ferry, une expérience policière solide, une capacité à garder son sang-froid. Mais cette confiance n'efface pas le risque. Elle oblige Sonia à pousser Patrick plus loin dans la préparation,
à lui apprendre à ne jamais laisser son identité réelle remonter à la surface lorsque le danger se présentera. À mesure qu'il s'imprègne du rôle de collectionneur d'art, Patrick doit donc accepter une discipline nouvelle. Il ne suffit pas de connaître quelques références ou d'écouter des podcasts. Il doit être capable de donner l'impression que cet univers lui appartient depuis toujours. Chaque hésitation, chaque réaction trop spontanée pourrait trahir l'homme qu'il est réellement et attirer l'attention de ceux qui ont peut-être déjà fait disparaître Sam Ferry. Cette nécessité de se transformer entre en contradiction avec tout ce que Patrick cherche à préserver. Chez lui, auprès de Babette, il voudrait rester exactement le même homme. Dans le cadre de la mission, il devra devenir quelqu'un d'autre avec suffisamment de conviction pour tromper des adversaires expérimentés. La frontière entre ces deux identités risque de devenir de plus en plus difficile à maintenir, surtout lorsque la méfiance de Babette s'intensifie. Pendant ce temps, la situation entre Ariane et Zoé reste elle aussi suspendue à une question de confiance. Après avoir quitté l'appartement furieuse, Zoé laisse derrière elle une mer partagée entre colère et inquiétude. Ariane pensait pouvoir imposer un cadre clair, mais l'ultimatum autour des études et du scooter n'a fait qu'accentuer le sentiment d'étouffement de sa fille. Pour Zoé, le deux roues représente beaucoup plus qu'un simple achat caché. Il incarne la possibilité de se déplacer sans dépendre de personne, de choisir son rythme, de prouver qu'elle peut prendre elle-même des décisions. En menaçant de lui retirer le scooter, Ariane croit poser une limite éducative. Zoé, elle, entend surtout que sa mère considère encore son autonomie comme quelque chose qu'elle peut accorder ou reprendre. Ariane n'agit pourtant pas par volonté de briser sa fille. Son insistance sur les études vient de la peur de voir Zoé compromettre son avenir. Elle connaît la fragilité du parcours de la jeune fille et voudrait lui éviter d'accumuler des choix difficiles à réparer. Mais son inquiétude s'exprime par le contrôle, exactement là où Zoé réclame de la confiance. Le contraste est saisissant entre les deux foyers. Ariane et Zoé s'affrontent parce qu'elles se disent trop brutalement ce qu'elles veulent l'une de l'autre. Patrick et Babette, au contraire, commencent à se fragiliser parce que la vérité ne peut pas être dite. Dans les deux cas, l'affection reste présente, mais elle ne suffit pas à empêcher les malentendus de prendre de l'ampleur. Joël, de son côté, se prépare à laisser derrière elle Marseille avec une émotion bien différente. Après l'opération, les cadeaux reçus et les attentions de Blanche et Jennifer, son départ prend la forme d'un retour vers ce qui compte le plus pour elle, Nelson et sa vie quotidienne. Elle emporte pourtant avec elle le souvenir d'un séjour où la peur s'est progressivement transformée en gratitude. Blanche et Jennifer ont réussi, par des gestes simples, à donner à Joël autre chose à retenir que l'hôpital et l'incertitude. La petite tour Eiffel et la boule à neige de la bonne mère deviennent presque les symboles de cette parenthèse. Joël repart avec la preuve qu'au cœur d'une période difficile, des liens peuvent se former rapidement et laisser une trace beaucoup plus durable qu'elle ne l'imaginait. Mais pour Patrick, aucun départ ne se profile encore. Au contraire, il s'apprête à aller toujours plus loin. Sam Ferry a été empoisonné, la mission aurait dû être stoppée, et pourtant il a accepté de poursuivre. Derrière cette décision se dessine désormais une menace précise. Patrick ne remplace pas seulement un homme mort. Il s'avance vers ceux qui pourraient être responsables de sa disparition. Alors que Babette continue de craindre de perdre son mari au profit d'une autre femme, la vérité est infiniment plus sombre. Le danger qui menace Patrick n'a rien de sentimental. Il peut lui coûter la vie. Et plus il s'efforce de préserver Babette de cette réalité, plus il risque de devoir s'éloigner d'elle au moment même où il aurait le plus besoin de sa confiance. Patrick sait désormais que rien ne sera plus tout à fait normal tant que cette mission restera active. L'empoisonnement de Sam Ferry a fait tomber les dernières illusions. Il ne s'apprête pas à jouer au collectionneur d'art pour tromper quelques interlocuteurs, mais à prendre place dans une opération où un homme a déjà été éliminé. Pourtant, malgré ce constat, il refuse encore de reculer. Ce choix dit beaucoup de ce qui l'anime. Patrick n'a jamais recherché cette aventure, encore moins le prestige d'une mission pour la DGSE. S'il accepte d'avancer, c'est parce que Sonia lui a révélé que plusieurs agents ont été exposés, que 2 sont déjà morts et que d'autres pourraient connaître le même sort. Son sens du devoir finit donc par l'emporter sur son instinct de prudence. Mais au milieu de ces enjeux, une inquiétude reste plus forte que toutes les autres, Babette. Dès le début, Patrick avait posé une condition claire à Sonia. Sa famille devait rester totalement à l'écart de cette histoire. Il était prêt à prendre des risques pour lui-même, pas à voir ceux qu'il aime payer le prix de sa décision. Or cette frontière commence déjà à devenir dangereusement fragile. Babette, en effet, n'a aucune connaissance du véritable danger, mais elle sent parfaitement que quelque chose change. Elle perçoit les silences de son mari, ses nouveaux centres d'intérêt, cette soudaine pratique du yoga et surtout l'apparition de Sonia.
Incapable d'accéder à la vérité, elle remplit les vides avec l'hypothèse qui lui paraît la plus logique, Patrick lui cache une autre femme. Ce malentendu crée une situation presque cruelle. Babette redoute de perdre son mari sentimentalement alors que Patrick pourrait littéralement risquer sa vie. Elle surveille Sonia comme une rivale, sans comprendre que cette femme n'est pas venue bouleverser son couple par désir, mais parce qu'elle veut transformer Patrick en agent capable de remplacer un homme assassiné dans des circonstances désormais terrifiantes. Luna reçoit ainsi les inquiétudes de Babette sans pouvoir deviner davantage ce qui se joue réellement. Lorsque Babette affirme qu'elle ne laissera personne lui prendre son mari sous son nez, toute sa jalousie paraît légitime à ses propres yeux. Elle veut défendre son couple, reprendre la maîtrise d'une situation qui lui échappe. Pourtant, chaque tentative pour comprendre l'éloigne encore davantage de la vérité. Même sa recherche avec Gabriel ne fait qu'aggraver son malaise. Le profil professionnel de Sonia semble impeccable, chargé de diplômes et d'éléments rassurants. Mais Babette, déjà convaincue qu'il existe quelque chose entre cette femme et Patrick, interprète cette perfection comme un élément supplémentaire de menace. Plus Sonia semble crédible, plus elle lui paraît capable de cacher quelque chose derrière son apparence irréprochable. Pendant ce temps, Patrick continue son apprentissage clandestin. La séance de yoga n'est qu'un décor destiné à justifier les rencontres avec Sonia. Derrière cette couverture, elle lui explique comment se glisser progressivement dans la peau d'un collectionneur d'art. Patrick doit absorber des codes nouveaux, modifier ses habitudes et donner à cette identité suffisamment de profondeur pour qu'aucun regard extérieur ne puisse y déceler une imposture. La difficulté ne réside pas seulement dans les connaissances qu'il doit acquérir. Patrick doit surtout apprendre à mentir avec naturel. Lorsqu'il écoute un podcast consacré à un collectionneur d'art espion et que Babette le surprend, il transforme aussitôt cet instant potentiellement dangereux en scène ordinaire. Il lui fait écouter l'émission, comme s'il partageait simplement avec elle une découverte intéressante. Mais cette apparente complicité contient désormais une autre réalité. Les agents de la DGSE suivent eux aussi la conversation. Sans le savoir, Babette parle dans un espace qui n'est plus complètement privé. Patrick, lui, comprend que le monde du renseignement s'est déjà installé jusque dans son foyer. La mission qu'il voulait tenir à distance de sa famille se rapproche dangereusement de celle-ci. C'est alors que l'annonce concernant Sam Ferry bouleverse toute la préparation. Son décès n'est plus interprété comme un événement naturel. Il a été empoisonné. Cette révélation oblige chacun à reconsidérer le niveau de menace. Quelqu'un avait intérêt à ce que Sam disparaisse, et cette personne ou ce groupe peut encore être actif. Continuer signifie potentiellement présenter Patrick aux mêmes ennemis. Le supérieur de Sonia décide donc que la mission doit être annulée. Son raisonnement est simple. Patrick ne doit pas devenir la seconde victime d'une opération dont il ne maîtrise plus tous les paramètres. Sa ressemblance avec Sam Ferry, jusque-là considérée comme leur meilleur avantage, peut aussi devenir la raison même pour laquelle il sera identifié, surveillé ou directement pris pour cible. Sonia s'oppose pourtant à cet abandon. Elle croit Patrick capable de réussir là où la situation semble se refermer autour d'eux. Sa confiance repose sur ses qualités de policier, son sang-froid et sa faculté d'adaptation. Mais elle sait désormais que cette conviction engage bien plus que sa propre carrière. Son supérieur lui rappelle clairement qu'elle devra assumer les conséquences si Patrick ne revient pas vivant. Patrick entend cet avertissement et ne peut plus prétendre ignorer ce qu'il risque. Aucun discours ne masque désormais la possibilité d'une issue tragique. Pourtant, il choisit encore de poursuivre. Cette décision n'a rien d'une impulsion héroïque. Elle repose sur la certitude que d'autres agents restent menacés et qu'abandonner maintenant ne ferait pas disparaître le danger qui pèse sur eux. Dans le même temps, Ariane et Zoé vivent une crise beaucoup plus quotidienne, mais tout aussi chargée d'incompréhension. Ariane voudrait préserver l'avenir de sa fille et la pousser à reprendre ses études. Zoé, de son côté, réclame le droit de choisir seule. Le scooter caché devient le symbole parfait de leur conflit. Pour l'une, il représente un risque et une désobéissance. Pour l'autre, une liberté. Joël, à l'inverse, quitte cette période marseillaise entourée d'une affection apaisante. Blanche et Jennifer lui ont offert des souvenirs simples qui accompagneront son retour auprès de Nelson. Après la peur de l'opération, elle peut enfin envisager l'avenir avec soulagement. Son histoire referme ainsi une parenthèse lumineuse au moment où celle de Patrick s'enfonce dans une zone de plus en plus sombre. Car Patrick vient de franchir une limite dont il sera difficile de revenir. Babette croit encore que le danger porte le visage d'une rivale appelée Sonia. En réalité, Sonia l'entraîne vers ceux qui ont peut-être déjà assassiné Sam Ferry. Et tandis que Patrick tente de protéger son couple par le silence, chaque mensonge creuse davantage la distance avec la femme qu'il cherche précisément à préserver.